Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Notre invité avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, monsieur Sidya Touré, qui n'est plus à présenter, le président de l'UFR, Moussa Moïsila. Dans notre studio donc, le président de l'UFR, avec lui nous allons survoler l'actualité politique nationale, parler d'élections, parler du poste de responsabilité qu'il occupe, parler également peut-être d'un pan de l'interview que le général Sekouba Konaté vous a accordé. C'est vrai qu'il a eu à se prononcer là-dessus, mais peut-être qu'aujourd'hui il donnera un peu plus de détails parce qu'il semble être la victime plutôt que l'accusé. Et ensuite, cette histoire qui interpelle tout le monde, bon, ces velléités liées à un prétendu troisième mandat qui deviennent un peu plus sérieuses de jour en jour. Il faudrait également qu'on en parle. Et puis la santé aussi, le bilan de santé de son parti politique. Quel est le diagnostic aujourd'hui de l'UFR? Est-ce que les membres continuent d'adhérer? Il n'y a pas de malaise au sein de la jeunesse de ce parti parce que qui a quand même sorti un peu ses griffes lors des communales pour réclamer un peu plus pour le bien-être du parti. Voilà un ensemble de questions dont nous allons parler ce matin. Voilà, c'est bien dit. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci beaucoup. Avant de commencer l'émission, je voudrais profiter vraiment de l'occasion pour présenter mes condoléances à votre radio, mais également à la famille de votre confrère qui est décédé dans des conditions vraiment déplorables. Nous avons envoyé tous des délégations pour ça et celui qui est encore à l'hôpital, j'espère qu'il se rétablira. Ça me paraît essentiel de le dire avant. Merci beaucoup. Bien, première question d'entrée, nous avons abordé avant de vous recevoir sur ce plateau la question liée à cette initiative gouvernementale de solliciter la participation citoyenne dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry avant bien entendu un programme mieux structuré avec l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça commence demain. Écoutez, je ne sais pas quoi penser. Hein. Je crois que j'ai appris ça en vous écoutant dans la voiture en arrivant. Bon, initiative citoyenne, il faut d'abord s'adresser aux citoyens pour que vous mettiez d'accord là-dessus. Ce n'est pas un décret qui arrête ce genre de choses. Et comme vous le savez, et comme le sait le Premier ministre et beaucoup de ses collaborateurs qui ont travaillé avec moi à l'époque, nous avons réglé ce problème de l'assainissement à Conakry en 1997 avec une participation de 5 millions de dollars des États-Unis. L'assainissement a été fait. C'est en ce moment qu'on a mis en place ce système de collecte individuelle. Et également, c'est en ce moment qu'on a créé la SPDT, cette société qui est chargée de l'assainissement de la ville. Et mais également, ça à l'époque, Monsieur le Président? Et également, un site a été identifié au-delà de Kagbelin. Quand nous avons fini tout ça, un an après, je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas le travail de la primature, nous allons passer le dossier au gouvernorat. Ce que nous avons fait. Donc, vous savez, après, ce que c'est devenu, je ne sais pas. Mais 20 ans après, écoutez, les mêmes questions, ça me pose vraiment problème. Mais je dirais tout de suite, le problème, ce n'est pas d'abord l'initiative citoyenne, c'est de donner peut-être les moyens à la société qui est chargée de faire ce travail, d'avoir les camions nécessaires, les structures nécessaires, pour commencer à ramasser les ordures. Ensuite, vous aurez vers les Guinéens pour leur expliquer, vous voyez, nous faisons des efforts, nous souhaitons que tout le monde puisse apporter sa contribution. Mais ce n'est pas un arrêté qui règle ça, je ne crois pas. Donc vous pensez que c'est une initiative qui est vouée à l'échec déjà sans ces préalables? Bon, je ne veux pas parler d'échec. Il y a beaucoup de préalables à ce genre de choses. Notamment actuellement, nous sommes dans une crise électorale qui n'a pas, post-électorale, qui n'a pas été résolue. Parce que l'assainissement, c'est le travail des maires. Où sont les maires? Ils ne sont pas installés encore. Bon, donc on a des problèmes, on en parlera. Je crois que ce n'est pas réglé. Justement. Alors, baguette magique, s'il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire à cet instant T, M. Sidya Touré? Pourquoi ça? Par rapport à cette question d'assainissement, parce que Abakar a bien fait de poser la question. Vous avez été Premier ministre dans ce pays. À votre temps, ça a marché. Pourquoi ça ne marche plus? Ainsi, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Vous avez une radio qui fonctionne parce que vous jetez les gens, comme je disais tantôt, dans la fosse au lion.
vous recrutez les jeunes que vous estimez être bons pour faire ce genre de travail. Il y a une structure qui coiffe, qui essaie de faire gérer cela. Il y a un leadership qui va chercher les contacts à gauche, à droite. Écoute, vous me posez une question, je vous donne la réponse. Bah oui, si vous avez une société... Si je me réfère un petit peu à ce que vous me dites, ça veut dire le problème, c'est là-haut. Écoutez, c'est le président Kandé. Vous m'avez dit comment ça doit marcher. Ou Kassori Fofana. Les grandes gueules. Kassori vient d'arriver, le pauvre. Quand dans un État, c'est comme dans une société. Oui. Ça fonctionne parce que vous-même, vous fonctionnez. Voilà, je ne veux pas en rajouter. Allez-y, Mohamed. Alors, un autre sujet qui vous tient souvent, c'est l'agriculture. On est en train d'assister aujourd'hui à une vraie chute de la filière Anacart. Et vous êtes intervenu déjà plusieurs fois sur ce sujet ici. Quelle est l'analyse que vous faites cette année, surtout de la baisse des prix enregistrés dans cette filière-là, Monsieur Touré? Franchement, je voulais réserver cette question parce que je sais qu'à la fin, vous avez coup de gueule, je ne sais pas. Oui. Donc, par rapport à l'actualité, par rapport à l'actualité même, les examens qui se déroulent maintenant là, Monsieur le Ministre, vous avez certainement suivi, comment on appelle, le réaménagement qui a été fait. Il n'y a pas eu de jour d'intervalle. L'entrée en 7e a fini. Le lendemain, le BEPC, dès que le BEPC s'est arrêté, le lendemain, automatiquement, 100 jours de repos. Et ce qui a fait qu'à la fin, on nous a appris qu'il y a eu des cas de fuite. Comment appréhendez-vous ce réaménagement, la façon dont les examens sont en train de se dérouler cette année dans notre pays? J'estime que l'éducation, c'est quelque chose de très sérieux. Ouais. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Sans éducation, le processus de développement est voué à l'échec. Donc, quand vous abordez ce secteur, il faut le faire avec beaucoup de précautions et surtout vraiment prendre le temps de réfléchir. On ne peut pas faire ça dans la précipitation. Oui. Nous avons tous été aux examens. Nous savons que cela ne peut pas se faire comme cela. Si vous le faites, les résultats seront ce qu'on est en train de voir. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué. L'enseignement en Guinée, je l'ai dit, c'est comme au Sénégal, c'est comme au Mali. Nous allons être en compétition avec tout le monde. Ouais. De grâce, posons les conditions de telle sorte que l'éducation dans notre pays soit vraiment le plus compétitif possible. De cette manière-là, je ne crois pas que c'est la meilleure façon de faire. Justement, surtout quand on politise ce domaine. On a vu récemment la grève des syndicats, Bakar Souma, entre autres, dont on disait d'ailleurs qu'il était très proche de l'UFR. Non mais c'est important de revenir dessus, Bakar. Voilà, parce que c'est pas une crise qui est encore résorbée. Et on apprend même d'ailleurs que le Premier ministre Kassori les a reçus, les a rencontrés hier, le syndicat des enseignants. Il a dit dans son discours, dans sa déclaration de politique générale, je ne pourrais pas trouver la solution à une crise qui pourrait donc affecter, si vous voulez, les fondamentaux de l'économie, même mettre en péril le fonctionnement de l'État. Comment vous voyez cette crise qui pourrait revenir, qui pourrait nous remonter à la figure à la rentrée prochaine? Le dialogue, il n'y a pas d'autre solution. Vous dialoguez avec les gens, vous êtes tous des gens qui comprennent quelle est la situation de notre pays, mais quand vous voulez dialoguer avec quelqu'un et que vous voulez qu'il vous fasse confiance, il faut déjà vous-même faire preuve de crédibilité. À partir de là, je crois que le dialogue est possible parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Roublardise, un dialogue de vérité, de franchise. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Oui. Mais il faut qu'on se dise que quand vous vous engagez sur quelque chose, vous le réalisez. Dans ces conditions, les gens peuvent comprendre que vous prendrez plus de temps pour faire un certain nombre de choses. Mais il faut qu'ils vous croient. S'ils ne vous croient pas, ils n'iront jamais devant les enseignants pour leur raconter n'importe quoi. Vous croyez être gouvernement capable de payer 8 millions à chaque enseignant guinéen, plus le salaire de base qu'ils ont déjà? Je ne rentre pas dans ce débat. Les grandes gueules. Je ne suis pas le gouvernement. Je ne connais pas quels sont les termes de la négociation entre les syndicats et le gouvernement, malgré le fait qu'on dise que, je ne sais pas, que Souma serait proche de moi. Mais écoutez, s'il est proche de moi, je serais très content. Ce n'est pas le cas, mais j'aurais bien aimé. Okay. Voilà, C'est une revendication réaliste, 8 millions. Je ne gère pas ce dossier. Voilà, on demande votre avis. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'une revendication? Est-ce que c'est quelque chose qui a été signé auparavant? J'en sais rien. Ceux qui l'ont signé, parce qu'apparemment, je crois qu'il y a eu une signature, doivent expliquer pourquoi ils l'ont fait. Voilà. Sidia Touré, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Monsieur Touré, à votre temps, est-ce que vous subventionniez le carburant? Aujourd'hui, la question inquiète beaucoup de citoyens guinéens.
le gouvernement entrevoit une augmentation du prix du litre à la pompe. Alors, comment ça se passait à votre temps? Parce que l'argument qui nous a servi aujourd'hui, c'est l'argument du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Apparemment, nous aurions un gap financier de près de 1000 milliards à cause de la taxe spéciale sur les produits pétroliers. Donc, le gouvernement ne pourrait plus supporter ce gap. Donc, il faut aller un peu comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Comment vous voyez cette décision du gouvernement? Il paraît que le litre est vendu là-bas à 13 000 francs. Quel est le salaire moyen dans ce pays-là? Comment d'abord vous jugez cette annonce du gouvernement guinéen? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que le panier de la ménagère, que le bas peuple puisse souffrir de cette annonce, de cette décision? Écoutez, quand vous allez négocier un accord avec le fonds, on vous donne un certain nombre de choses. À savoir, écoutez, vous devez avoir votre économie conforme à un certain nombre de critères. L'inflation doit être à ce niveau, les réserves de change doivent être à ce niveau, les recettes doivent être à ce niveau, la manière dont vous dépensez l'argent également doit être ainsi de suite. Oui. Ce sont ces critères-là. Parmi ces critères, si on s'aperçoit que vos recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses que vous faites, on vous dit qu'il faut couvrir le gap. Bon, ce gap, vous le trouvez où vous voulez. Moi, je peux dire que... J'ai écouté la fois dernière ici un de mes anciens ministres, qui est un grand économiste, c'est Ousmane Kaba. Oui. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Le 6 mars, j'étais invité au Ghana par le président Nana Addo, qui est un ami de longue date, pas avant qu'il soit président. Le discours qu'il a prononcé ce jour, à la fête de l'indépendance, c'était « Ghana beyond the aid », le Ghana après l'aide. Le Ghana sans l'aide. D'ailleurs, il y a une dame qui a écrit un livre, une charmante économiste. Les grandes gueules. Sur Dead Aid, comment ça s'appelle? Dambisa Moyo. Je vais envoyer une copie aux deux dames ici, qui est une très grande économiste, et qui dit qu'on peut se passer de l'aide. Donc, dans le cas du Ghana, précisément, c'est quoi? Ils ont refusé d'avoir un accord avec le fonds. Ils ont dit, nous allons faire notre économie nous-mêmes. Personne n'est obligé de passer un accord avec le fonds, ce n'est pas une obligation. Il dit, nous, on n'en a pas besoin. Nous allons faire en sorte que nos dépenses soient en ligne et nous allons faire en sorte que nos recettes soient également en ligne. Le Ghana fonctionne actuellement comme cela et c'est le pays, contrairement à ce qu'on croit, qui aujourd'hui a le plus grand taux de croissance de 8,5% plus que la Côte d'Ivoire. Donc chacun gère son problème comme il peut le gérer. Si vous vous asseyez pour dire... Nous dépensons n'importe comment jusqu'au jour où il y aura un déficit. Quand on vient, on vous dira couvrez le déficit. Voilà. Alors, le cas de la Guinée, Monsieur le Président, on dit Sidia Touré, la solution. Quelle solution aujourd'hui en ce qui concerne... La solution, elle est globale. Elle ne peut pas être partielle comme ça. Vous ne venez pas en disant, bon, écoutez, les ramassages d'ordures sont comme ça. Quelle est la solution? L'essence doit monter. Non, c'est un problème de gouvernance totale. L'ensemble doit être mis ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. Quand vous me dites que le carburant, il est plus cher en Côte d'Ivoire, mettez en rapport le niveau de vie de la Côte d'Ivoire avant de parler du prix du carburant. Justement. Le panier de la ménagère. Allez-y, madame. Alors, depuis l'annonce de l'augmentation du prix du carburant, on a l'impression que les Guinéens ne sont pas opposés, mais ils sont plus frustrés par la gabegie financière qui existe. Donc, on estime que non, on ne doit plus continuer à serrer la ceinture. Déjà, on a le Premier ministre du côté de l'Assemblée qui a, si on veut, confirmer cette gabegie financière. Comment aujourd'hui comprendre qu'après des années, qu'on veuille développer le pays, mais quand même que cette corruption continue à gagner du terrain de plus en plus? Écoutez, quand j'ai lancé cette idée il y a 2 mois à mon siège, on a voulu voir là encore une attaque personnelle contre tel ou tel. C'est une réalité de l'économie guinéenne d'aujourd'hui. Moi, j'ai entendu des chiffres qui me semblent totalement en dessous de la réalité. 600 milliards, je crois. Je dirais que c'est 10 fois plus. Il faut regarder les choses comme elles sont. Le docteur Makanera, qui est un enseignant, a publié un document sur le budget guinéen dans les réseaux sociaux. Prenez le temps, lisez-le. Et cochez ce qui vous paraît anormal. Vous allez voir combien d'économies vous pouvez faire sur les 2 milliards de dollars que représente à peu près le budget guinéen. Vous pouvez en retirer 20% dedans, 25%, sans que rien ne change. Ça, c'est une chose. Vous avez maintenant la gestion courante d'un certain nombre de choses qui ont été évoquées. Et par le Premier ministre et d'autres personnes. Quand je le disais, donc, il y a 2 mois, on me disait non, c'est une position politique. Vous ne pouvez pas, justement, vous venez de dire le mot, faire croire aux populations qu'elles doivent serrer la ceinture,
alors que vous ne donnez pas la preuve que vous luttez contre des choses de ce genre et que la gestion au quotidien, notamment du budget, se fait de manière normale et que dans ce cas, ils se sentent... Les grandes gueules. Sinon, ne leur demandez pas, ils ne l'accepteront pas. Donc, je suis d'accord avec vous. La corruption, elle est partout en Guinée et c'est le sujet du prochain sommet de l'Union africaine. C'est pour dire que c'est au centre des préoccupations des États parce que cela recule en tout. Et l'économie, et les systèmes d'éducation, le système de santé. Donc c'est important qu'on se penche sur ce sujet, mais je dirais qu'il faut l'approfondir. Bien. Allez-y, madame. Alors, après tout ce que vous venez de dire, pensez-vous qu'il soit nécessaire de rehausser le prix du carburant? Ça, c'est ma première question. L'autre question que je voulais vous poser, je voudrais que vous réagissiez à cette sortie médiatique récente du général Sekouba Konaté, parce qu'il a notamment parlé de vous lors de la présidentielle de 2010. Est-il nécessaire aujourd'hui de rehausser le prix du carburant à la pompe? Il est nécessaire aujourd'hui que les Guinéens maîtrisent les dépenses publiques et que les recettes guinéennes rentre au trésor public. Quand vous aurez fait ça, vous verrez que vous avez des sources d'économie. Ça me semble évident. Donc, en ce qui concerne le débat de la fois dernière, franchement, je ne serais pas intervenu là-dessus s'il n'y avait pas eu cette incompréhension sur le rôle de la CENI et du président de la transition. Sinon, je laisse à ce monsieur tout ce qu'il a dit. Moi, nous nous sommes séparés ici dans le cadre des élections de 2010. J'ai appris que j'aurais donné $5,000. Bon, apparemment, c'est moi qui n'ai pas donné d'argent parce que les choses se sont passées par coup de dizaines de millions de dollars. Les grandes gueules. Moi, je n'ai pas envoyé d'argent là-bas, ce n'est pas important. La seule chose sur laquelle je suis revenu et que lui-même a dit, c'est de dire qu'on avait les résultats, mais que lui et ses collaborateurs ont corrigé ces résultats. De manière institutionnelle en Guinée, il y a une structure qui est chargée de se réunir ici, de compiler les résultats et de proclamer les résultats des élections. Ce n'est pas le président de la transition qui convoque les gens pour leur dire « Écoutez, moi j'estime que ce que vous proclamez là, c'est pas bon. C'est ce que moi je vous dis qui est le résultat normal. » Donc c'est le seul truc sur lequel j'ai envie d'intervenir. Le reste, ce n'est pas un leader politique. Je veux parler des leaders politiques ici, oui. Ça, donc en clair, il ment quand il dit que vous avez voulu à un moment changer un petit peu le classement en ce qui concerne... Mais comment, de quelle manière j'aurais pu faire ça? Nous étions tous les candidats assis chez nous. Nous avions compilé les résultats, comme on vient de faire pour les élections communales. Nous sommes chez nous, l'UFDG a fait ses comptes, j'ai fait mes comptes, les autres ont fait leurs comptes. Et puis on s'aperçoit qu'au bout du compte, voilà ce que les uns et les autres ont eu. Et au moment où Ben Sekou allait convoqué par la transition, les résultats qu'il avait, j'étais en seconde position. Arrivé là-bas, il s'est passé des choses. Quelqu'un m'a appelé. J'ai appelé effectivement le général pour lui dire « Vous n'avez pas à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Le fait est que la loi, la constitution guinéenne dit que c'est la CENI qui est chargée de cela. Vous n'avez pas à vous en mêler. » Ça a été à tel point que quand il y a eu cette déclaration, un des commissaires de la CENI, qui était le conseiller juridique de l'institution et qui était commissaire au titre de la société civile, Maître Abbas, a fait une conférence de presse pour déclarer ce que je dis là, a démissionné. Ces documents-là sont disponibles. Il a démissionné de la CENI, il n'est plus jamais revenu là. Donc voilà ce qui s'est passé. Au-delà de ça, vraiment, je ne vais pas engager de polémique. C'est 2010, c'est 2010. On regarde devant. On regarde devant. Et l'histoire aussi interpelle. On revient dans un instant avec le président Sidya Touré et qui dit c'est vérité ce matin chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.